J'ai tranché les deux mains de mon gendre pendant qu'il dormait. Je l'ai regardé se vider de son sang dans la grange où il touchait ma petite fille de 7 ans. Et si je pouvais revenir en arrière, je ferais exactement la même chose. Je sais ce que vous pensez, que je suis un monstre, que je mérite de pourrir ici jusqu'à ce que mes os tombent en poussière. Les juges me l'ont dit, les avocats, les journalistes qui sont venus me photographier comme si j'étais une bête de foire. Mais avant que vous aussi me condamniez, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai besoin de savoir que quelqu'un dans ce monde m'écoute vraiment. Alors dites-moi, d'où est-ce que vous me regardez? De quel coin du monde êtes-vous arrivé, jusqu'à cette cellule où une vieille femme de 67 ans vous raconte pourquoi elle a arraché les mains d'un homme? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne parle pas toute seule, que ma voix traverse ces murs de béton et arrive jusqu'à vous. Je m'appelle Martine Lefebvre, née Moreau. J'ai 67 ans, même si quand je me regarde dans le bout de miroir qu'on a dans les toilettes communes, je vois une femme de 90. La prison te vieillit de l'intérieur et de l'extérieur. Elle t'assèche l'âme comme le soleil assèche le foin après la fauche. Je suis née à Saint-Martin-des-Champs, dans le Cher, en 1958, dans une petite maison en pierre où on tenait à peine mes parents, mes 6 frères et sœurs et moi. On était pauvres, mais on ne savait pas qu'on était pauvres, parce que tout le monde autour de nous vivait pareil. Mon père travaillait dans les champs avant le lever du soleil, jusqu'à ce que les étoiles brillent déjà dans le ciel. Ma mère pétrissait le pain, faisait la soupe, raccommodait les vêtements qui passèrent de frère en frère, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de tissu à raccommoder. Moi, j'ai appris à travailler avant d'apprendre à lire. À 14 ans, j'étais déjà dans les champs avec la serpe à la main, à couper des tiges plus épaisses que mon bras, pendant que la sueur me brûlait les yeux. Maintenant, je suis ici, au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, en Bretagne. Ça fait 4 ans que je suis enfermée, 4 ans à me réveiller à 5 heures du matin avec le son du sifflet. 4 ans à faire la queue pour recevoir une assiette de haricots trop cuits et du pain qui a le goût de carton. 4 ans à dormir dans une cellule de 3 mètres sur 2, où le froid te rentre dans les os pendant l'hiver et la chaleur t'étouffe en été. Ma cellule a un lit superposé en métal, des toilettes sans couvercle, un lavabo taché de rouille et une petite fenêtre avec des barreaux par où la lumière entre à peine. Les murs sont peints d'un vert pâle, qui a été brillant un jour, mais qui maintenant s'écaille, plein de taches d'humidité qui ressemblent à des cartes de pays qui n'existent pas. Ça sent le désinfectant bon marché, la sueur, l'enfermement. Ça sent les femmes brisées qui essaient de survivre un jour de plus. Mes compagnes m'appellent la mamie. Ici, il y a des femmes qui ont tué leur mari violent, des femmes qui vendaient de la drogue pour nourrir leurs enfants, des femmes qui ont volé parce que la faim n'attend pas. Quand je leur raconte pourquoi je suis là, aucune ne me juge. Elles hochent la tête, certaines pleurent. Une fois, une jeune fille d'à peine 22 ans m'a serré dans ses bras et m'a dit à l'oreille « J'aurais voulu que ma grand-mère fasse la même chose pour moi. » Je n'ai pas demandé ce qu'on lui avait fait à elle. C'était pas la peine. Ses yeux racontèrent l'histoire. On m'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Perpétuité. Un mot qui signifie que je vais mourir ici dedans. Le juge a dit que ce que j'ai fait était un assassinat avec préméditation et acte de barbarie, que je n'avais pas le droit de faire justice moi-même, que j'aurais dû faire confiance aux autorités, au système, à la loi. J'ai eu envie de lui rire au nez. Faire confiance aux autorités, les mêmes autorités qui m'ont fermé la porte au nez quand je suis allé porter plainte. Le même système qui protégeait ce monstre pendant que ma petite fille souffrait en silence. Mais je n'ai pas ri. Je l'ai juste regardé fixement pendant qu'il lisait la sentence, et à l'intérieur, je me répétais la même chose que je vous ai dite au début. Je ferai exactement la même chose. On m'a pris ma liberté pour avoir protégé la seule lumière qui me restait dans ce monde. Ma petite fille, Manon. Ma Manon, qui quand je l'ai connue, était un bébé de 3 kilos avec les yeux les plus grands et les plus sombres que j'avais vus de ma vie. Ma Manon, qui m'appelait mamie en traînant sur les syllabes, qui s'endormait dans mes bras pendant que je lui chantais les mêmes chansons que ma mère me chantait à moi.
Ma Manon, qui à 7 ans avait déjà connu l'enfer sur terre à cause d'un homme qui était censé la protéger. Cette cellule est mon monde maintenant. 4 murs, un plafond fissuré et le souvenir de ce que j'ai fait cette nuit de mars 2021. Parfois, quand le silence de l'aube devient insupportable, je ferme les yeux et je sens le poids de la serpe dans mes mains. La même serpe que j'ai utilisée pendant 40 ans pour travailler au champ. La même serpe avec laquelle mon père m'a appris à travailler quand j'étais encore une gamine. La lame usée par l'usage, le manche en bois noirci par la sueur de générations. Cette nuit-là, cette serpe a servi à autre chose qu'à couper des tiges vertes. Elle a servi à couper les mains qui ont fait du mal à ma petite fille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez encore. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je vous demande seulement d'écouter mon histoire en entier avant de décider si je suis la méchante ou l'héroïne de cette tragédie. Parce que oui, c'est une tragédie. Il n'y a pas de héros ici. Il y a seulement une grand-mère qui a fait ce qu'aucun système, aucune autorité, aucun dieu n'a voulu faire. Protéger une enfant innocente du démon qui vivait sous son propre toit. On dit que le sang sèche avec le temps, que les souvenirs s'effacent comme de vieilles photos exposées au soleil. Mais moi, je vois encore son sang chaque fois que je ferme les yeux. Le sang de Thierry Renard, mon gendre, le père de ma petite fille. L'homme qui a épousé ma fille et qui s'est révélé être le monstre le plus terrible que j'ai connu en 67 ans de vie. Son sang était sombre, presque noir dans la pénombre de la grange. Il sortait à gros bouillons d'où se trouvait, avant ses poignets, trempant la paille du sol, formant des flaques qui reflétaient la lumière de la lune qui entrait par les fentes du toit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis juste restée là, debout, à le regarder mourir lentement pendant qu'il me suppliait d'appeler une ambulance. Le froid de cette cellule me rappelle le froid de cette nuit-là. C'était en mars, mais dans le Cher, les mars gardent encore la fraîcheur de l'hiver qui refuse de partir. J'étais pieds nus, en chemise de nuit en coton, les cheveux détachés qui me tombaient sur les épaules. J'avais l'air d'une folle, sûrement. Une vieille folle avec une serpe ensanglantée dans les mains, debout devant un homme qui se vidait de son sang en suppliant qu'on lui fasse grâce. Mais la folie a ses raisons que la raison ne comprend pas, et mes raisons avaient un nom, Manon. Ici à Rennes, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a des femmes qui méritent d'être enfermées et des femmes qui ont été enfermées par un système qui ne les a pas protégées. J'ai appris que la justice a 2 visages, un pour les riches et un pour les pauvres. J'ai appris qu'une grand-mère qui tue un violeur d'enfants reçoit la perpétuité, alors qu'un politicien corrompu sort libre sous caution. J'ai appris que la douleur ne disparaît pas avec les années. Elle se transforme seulement. Elle devient une partie de toi comme une seconde peau que tu ne peux pas enlever. Toutes les nuits avant de dormir, je prie. Je ne sais pas si Dieu m'écoute. Je ne sais pas s'il existe un Dieu qui permet que des hommes comme Thierry marchent libres pendant que des petites filles comme ma Manon souffrent en silence. Mais je prie quand même parce que c'est la seule chose qui me reste. Je prie pour ma fille Sophie, qui est au ciel ou dans le néant, selon ce qu'on croit. Je prie pour Manon, qui a maintenant 13 ans et qui vit avec une tante qui fait partie de la famille de ce monstre. Je prie pour moi-même, même si je ne suis pas sûre de mériter les prières. Mais pour que vous compreniez pourquoi une grand-mère de 63 ans a pris une serpe, pour que vous compreniez comment j'en suis venue à devenir la femme que vous voyez aux informations, l'assassine du Berry, la mamie Bouchère, comme certains journaux m'ont appelée, j'ai besoin de vous raconter qui était ma Sophie. Parce que cette histoire ne commence pas avec moi. Elle commence avec elle, avec ma fille, avec la petite que j'ai élevée seule, que j'ai éduquée à la sueur de mon front, que j'ai vue devenir une femme belle et bonne. La femme qui m'a rendue grand-mère, la femme qui est morte d'un cancer à 34 ans, me laissant la charge de sa fille, et, sans le savoir, me laissant aussi la charge de détruire le démon qu'elle-même avait fait entrer dans nos vies. Ma Sophie, ma petite, mon tout. Ceci est son histoire et la mienne et celle de Manon. Écoutez-la en entier, et après, seulement après,
Dites-moi si je suis le monstre qu'on dit que je suis. Sophie est née un jour d'août 1984, dans la même maison en pierre où je suis née. On n'avait pas d'argent pour l'hôpital, alors ma mère a fait la sage-femme comme elle l'avait fait pour toutes ses petites filles et nièces. Je me souviens de la chaleur étouffante de ce jour-là, les cigales qui chantèrent dehors, l'odeur de la lavande que ma mère brûlait pour éloigner les mauvais esprits. Bernard, mon mari, faisait les 100 pas dans la cour, nerveux comme un chat enfermé. C'était la première fois qu'il allait être père, même si moi, je savais déjà que ce serait la première et la dernière. La grossesse avait été difficile et le médecin du village m'avait dit qu'une autre pourrait me tuer. Quand Sophie a pleuré pour la première fois, j'ai su que ce son était la plus belle chose que j'avais entendue de ma vie. Elle était toute petite, fripée comme un haricot, avec une touffe de cheveux noirs qui semblait peints à l'encre de Chine. Bernard est entré en courant quand ma mère l'a appelé, et en la voyant, cet homme dur qui ne pleurait jamais, qui passait 12 heures sous le soleil sans se plaindre, s'est mis à sangloter comme un enfant. Il l'a prise dans ses bras, avec un soin infini, comme s'il avait peur de la casser, et m'a dit « Martine, elle est parfaite, notre fille est parfaite. » Bernard Lefebvre. Mon mari pendant 12 ans, le père de ma fille, l'homme qui m'a appris que l'amour pouvait exister même au milieu de la pauvreté et du travail épuisant. Je l'ai connu quand j'avais 18 ans et lui 22. Il travaillait dans la même ferme que moi, au champ, et un jour, il m'a aidé à porter un ballot qui était trop lourd pour mes bras maigres. Il n'était pas beau au sens traditionnel. Il avait le nez de travers à cause d'une bagarre de jeunesse, les mains calleuses comme des pierres et une cicatrice sur le front d'une fois où une branche lui avait mal frappé. Mais il avait les yeux les plus gentils que j'avais jamais vus. Des yeux couleur miel, comme ceux de Sophie, comme ceux de Manon. On s'est mariés 6 mois plus tard dans une petite cérémonie à l'église du village. Ma robe était empruntée, les fleurs étaient des fleurs sauvages cueillies dans les champs, et le banquet était un pot-au-feu et des tartes que les femmes de la famille avaient cuisinées pendant 3 jours. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait rien, mais on savait l'un l'autre, et ça suffisait. Sophie a grandi en étant une enfant curieuse, intelligente, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle a appris à marcher à 10 mois, à parler en phrases complètes avant d'avoir 2 ans. Bernard disait que c'était la petite fille la plus maligne de tout le Berry. Et même si je savais qu'il exagérait, secrètement, j'étais d'accord. Chaque soir, après le dîner, il l'asseyait sur ses genoux et lui racontait des histoires. Des histoires de fées et de sorcières, de la dame blanche qui errait le long des rivières, de trésors enterrés dans les ruines des vieux châteaux. Sophie l'écoutait les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot comme une éponge. Mais le bonheur dans ce monde a toujours une date de péremption. Je l'ai appris de la pire façon possible. C'était un jour de décembre 1990, juste avant Noël. Sophie avait 6 ans, et elle était obsédée par l'idée que le Père Noël lui apporte une poupée qu'elle avait vue au marché de la ville. Bernard m'avait promis qu'il trouverait un moyen de l'acheter, même si ça voulait dire travailler des heures supplémentaires pendant les fêtes. Ce jour-là, il est parti au champ plus tôt que d'habitude. Je me souviens que je lui ai préparé un casse-croûte avec des œufs et du pain, et il m'a embrassé sur le front avant de partir. « On se voit ce soir, ma chérie », il m'a dit. Ce furent les dernières paroles qu'il m'a adressées. L'accident s'est produit vers midi. Un des tracteurs qui transportait le foin fraîchement coupé a eu une panne mécanique. Les chaînes qui retenaient la charge se sont rompues et des tonnes de ballots sont tombés sur les ouvriers qui étaient en dessous. Bernard était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand je suis arrivée au champ, alertée par un des gamins qui était venu en courant, on l'avait déjà sorti de dessous le foin. Il avait la tête défoncée, le visage méconnaissable sous le sang et la terre. Les autres hommes m'ont retenu pour que je ne m'approche pas trop, mais j'avais déjà assez vu. Cette image m'a poursuivie pendant des années. Parfois, elle me poursuit encore. Sophie ne comprenait pas pourquoi son papa ne revenait pas à la maison. Je lui ai dit qu'il était parti au ciel, qu'il était maintenant un ange qui nous surveillait depuis les nuages. Elle demandait constamment quand il allait descendre, quand il allait revenir pour lui raconter des histoires. Chaque question
était un couteau qui se plantait dans mon cœur. Avec le temps, elle a arrêté de demander. Je suppose que c'est comme ça que fonctionne le deuil chez les enfants. Un jour, ils acceptent simplement l'inacceptable et continuent leur chemin. Les adultes n'ont pas ce luxe. Je me suis retrouvée seule avec une petite fille de 6 ans, sans économie, sans pension, sans personne pour m'aider. Ma famille était pauvre comme moi. Mes frères et sœurs avaient leur propre bouche à nourrir. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire, travailler. Je suis retournée dans les champs 3 jours après l'enterrement, avec les mains encore tremblantes et les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je laissai Sophie chez une voisine, Madame Germaine, une veuve qui avait élevé 8 enfants et qui acceptait de garder ma petite en échange de quelques francs et un peu de nourriture. J'ai travaillé comme je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'arrivais au champ avant tout le monde et je partais après tous les autres. J'acceptais des heures supplémentaires, des travaux le week-end, tout ce qui voulait dire quelques francs de plus. Mes mains se sont couvertes de callosités sur des callosités. Mon dos a commencé à me faire mal d'une façon qui n'a jamais vraiment disparu. Mais chaque soir, quand je rentrais à la maison et que je voyais Sophie courir vers moi en criant « Maman !», je savais que ça valait la peine. Tout valait la peine pour elle. Je ne voulais pas que ma fille soit ouvrière agricole comme moi. Je ne voulais pas que ses mains se couvrent de cicatrices, que sa peau brûle sous le soleil, que sa vie entière se réduise à une serpe et un champ infini de tiges vertes. Je voulais quelque chose de mieux pour elle. Je voulais qu'elle étudie, qu'elle devienne quelqu'un, qu'elle ait la vie que je n'ai jamais pu avoir. Alors, en plus du travail au champ, j'ai commencé à laver le linge des autres le dimanche. Je faisais des tartes pour vendre au marché, je cousais des robes sur commande. Chaque franc supplémentaire allait directement dans la boîte en fer que je gardais sous mon lit, la boîte qui un jour paierait les études de ma Sophie. Et elle a réussi. Ma fille a réussi. Elle a terminé l'école primaire avec les meilleures notes de sa promotion. Elle est entrée au collège alors que beaucoup de filles du village étaient déjà mariées et enceintes. Puis le lycée, en travaillant à mi-temps dans une épicerie pour m'aider avec les dépenses. Et finalement, en 2006, à 22 ans, elle a obtenu son diplôme d'institutrice à l'IUFM de Bourges. C'était le jour le plus fier de ma vie. J'étais au premier rang, pleurant comme une madeleine pendant que ma fille recevait son diplôme. J'ai pensé à Bernard, à combien il aurait aimé voir ce moment. « On a réussi, mon amour », je lui ai dit mentalement. « Notre fille va être maîtresse d'école. » Sophie a trouvé du travail dans une école primaire de Montluçon, à quelques heures de Saint-Martin-des-Champs. C'était une ville plus grande, avec plus d'opportunités, et même si ça me faisait mal qu'elle parte, je savais que c'était mieux pour elle. On se téléphonait chaque semaine et chaque mois je prenais le car pour lui rendre visite. La voir devant une classe en train d'apprendre à lire à des enfants de 6 ans, c'était comme voir un miracle. Ma fille, la fille d'une ouvrière agricole, était en train de changer le monde un enfant à la fois. C'est à Montluçon qu'elle a rencontré Thierry. Je me souviens encore de la première fois qu'elle m'a parlé de lui. C'était en 2009 et Sophie avait 25 ans. Elle m'a appelé un dimanche soir, avec cette voix excitée qu'ont seulement les femmes quand elles sont amoureuses. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Thierry. Il est mécanicien. Il travaille dans une entreprise de matériel agricole. Il est très attentionné, très gentleman. » Je l'ai écouté avec un mélange de joie et d'inquiétude. Joie parce que ma fille méritait d'être heureuse. Inquiétude, parce qu'aucun homme ne me semblait assez bien pour elle. Je l'ai rencontré 3 mois plus tard, quand Sophie l'a amené à Saint-Martin-des-Champs pour me le présenter. Thierry Renard, 31 ans, grand, la peau claire, avec une moustache taillée qui lui donnait un air d'acteur de cinéma. Il s'habillait bien, il parlait bien, il apportait des cadeaux pour moi. Un panier de fruits, une bouteille de bon vin, un foulard en soie qui avait sûrement coûté ce que je gagnais en une semaine. Mais dès le premier moment où je l'ai vu, quelque chose à l'intérieur de moi s'est tordu. Je ne pourrais pas l'expliquer alors, et je ne peux pas l'expliquer maintenant. C'était comme un instinct animal, une alarme qui sonnait au plus profond de mon être. Il y avait quelque chose dans ses yeux,
quelque chose qui se cachait derrière le sourire aimable et les manières parfaites, quelque chose de froid, de calculateur, qui me regardait comme en m'évaluant. J'ai dit à Sophie mes soupçons. Je lui ai dit de faire attention, de mieux le connaître avant de prendre des décisions importantes. Elle s'est fâchée contre moi. Elle m'a dit que j'étais une vieille paranoïaque, que je ne voulais pas qu'elle soit heureuse, que je ne donnais même pas une chance au pauvre homme. On s'est disputé et on ne s'est pas parlé pendant 2 semaines. C'était la première grande dispute qu'on a eue comme adulte. À la fin, j'ai cédé. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'était sa vie, ses décisions, son avenir. Je n'étais que sa mère, pas sa propriétaire. Ils se sont mariés en juin 2010 dans une cérémonie civile à Montluçon. Il n'y a pas eu d'église parce que Thierry disait qu'il était agnostique et qu'il ne croyait pas à ces choses-là. Ça m'a semblé un signe de plus que quelque chose n'allait pas, mais je me suis tue. J'avais déjà appris que mes opinions sur Thierry n'étaient pas les bienvenues. Le mariage était petit, avec quelques amis de Sophie et la famille de Thierry. Sa mère, une femme maigre et nerveuse qui parlait à peine, et sa sœur aînée Nathalie, qui m'a regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié quand on nous a présentés. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce regard. Des années plus tard, je le comprendrai parfaitement. L'année suivante, en avril 2011, Manon est née. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai senti que le monde avait de nouveau un sens. Ce petit paquet de 3 kilos, avec ses yeux énormes et sombres, son nez minuscule, ses petites mains qui s'agrippaient à mon doigt avec une force surprenante. C'était la chose la plus précieuse que j'avais vue depuis la naissance de Sophie. « Bonjour, ma chérie », je lui ai murmuré pendant que les larmes coulaient sur mes joues. « Je suis ta grand-mère, Martine, et je vais t'aimer jusqu'au dernier jour de ma vie. » Je ne savais pas alors combien de vérité il y avait dans ces mots. Je ne savais pas que cet amour me conduirait à faire l'impensable. Sophie était une mère dévouée. Elle a arrêté de travailler pendant la première année pour se consacrer entièrement à Manon. Thierry, selon elle, gagnait assez pour faire vivre la famille. Moi, je voyageais à Montluçon chaque fois que je pouvais, chargée de vêtements tricotés pour le bébé, de nourriture maison pour ma fille, tout ce que je pouvais apporter. Chaque visite était un cadeau. Voir Manon grandir, entendre ses premiers mots, assister à ses premiers pas, être là quand sa première dent est sortie. Ce furent des années heureuses, les dernières années heureuses qu'on aurait. Manon était une enfant spéciale. Je ne le dis pas seulement parce que c'était ma petite fille. Elle l'était vraiment. Elle a appris à parler avant les autres enfants de son âge, avec un vocabulaire qui surprenait les adultes. Elle était curieuse, elle posait des questions sur tout, elle voulait savoir comment les choses fonctionnaient. Elle me rappelait tellement Sophie à son âge que parfois c'était comme regarder en arrière dans le temps. Mais elle avait aussi quelque chose de propre, quelque chose d'unique. Une sensibilité extrême, une capacité de capter les émotions des autres qui était presque surnaturelle. Si j'étais triste, même si j'essayais de le cacher, Manon venait et me serrait dans ses bras sans rien dire, comme si elle savait exactement ce dont j'avais besoin. Pour moi, Manon était ma seconde chance d'être mère. Une chance de faire les choses que je n'avais pas pu faire avec Sophie parce que j'étais trop occupée à survivre. Avec ma petite fille, je pouvais m'asseoir et jouer pendant des heures. Je pouvais lui lire des histoires tous les soirs. Je pouvais l'emmener en promenade sans regarder l'heure, préoccupée par le travail. J'étais la grand-mère que j'avais toujours voulu être. Et Manon m'adorait autant que je l'adorais. « Mamie », elle me disait avec sa petite voix aiguë, « quand je serai grande, je veux être comme toi. » Ces mots étaient mon trésor le plus précieux. Thierry, en revanche, continuait de me provoquer ce malaise inexplicable. Il était toujours correct, toujours aimable, mais je n'ai jamais réussi à me connecter avec lui. Je remarquais des petites choses que Sophie ne voyait pas ou ne voulait pas voir. La façon dont son sourire n'atteignait jamais ses yeux, la manière dont il contrôlait subtilement les décisions du foyer. Les commentaires méprisants déguisés en blagues qu'il faisait sur le travail de Sophie, sur son apparence, sur sa façon d'élever Manon. Ma fille était une femme intelligente,
mais l'amour aveugle même les plus lucides. Et Thierry était expert en manipulation, en faisant passer ses critiques pour de l'inquiétude sincère. Il y a eu un incident que je n'ai jamais oublié. Manon avait 4 ans et j'étais en visite à Montluçon. C'était un dimanche après-midi, et Sophie était partie au marché, me laissant seule avec la petite et Thierry. Manon jouait dans la cour arrière pendant que je préparais le goûter dans la cuisine. Thierry est entré et m'a dit qu'il allait surveiller la petite. Quelque chose dans son ton m'a inquiétée. Je suis sortie dans la cour, 10 minutes plus tard, avec le prétexte d'apporter de la limonade, et j'ai trouvé Manon assise sur les genoux de Thierry, très immobile, le regard perdu. Thierry souriait de cette manière qui m'a toujours perturbée. « On jouait », il a dit. « N'est-ce pas, princesse ?» Manon n'a pas répondu. Elle m'a juste regardée avec ses yeux énormes et j'ai vu quelque chose en eux que je n'ai pas su identifier. De la peur, peut-être. Ou quelque chose de pire. J'ai interrogé Sophie sur cet incident plus tard, en essayant de ne pas avoir l'air alarmiste. Elle a ri et m'a dit que j'exagérais, que Thierry adorait Manon, qu'il était un père présent, affectueux, dévoué. J'ai voulu la croire. J'ai voulu croire que mon instinct se trompait, que je voyais des fantômes là où il n'y avait que des ombres inoffensives. Alors encore une fois, je me suis tue, et ce silence, ce maudit silence, est quelque chose qui me tourmente chaque nuit ici dans ma cellule. Mais la vie avait des plans plus cruels pour ma famille. Des plans qui ont commencé à se révéler un jour de mars 2018, quand ma fille m'a appelé en pleurant. Sophie m'a appelé un jour en pleurant. Elle avait trouvé une boule dans son sein. Le médecin a dit qu'on était arrivé trop tard. Le diagnostic était un cancer du sein stade 3. Avancé, agressif, avec des métastases initiales dans les ganglions lymphatiques. Quand l'oncologue nous a expliqué la situation, utilisant des mots que je comprenais à peine, mais dont le sens était dévastateur de clarté, j'ai senti que le monde s'écroulait autour de moi. Ma fille, ma Sophie, ma petite parfaite qui avait réussi à sortir de la pauvreté et à devenir institutrice, avait un cancer. Elle avait 34 ans. Manon venait d'avoir 7 ans. J'ai déménagé à Montluçon immédiatement. J'ai laissé ma maison à Saint-Martin-des-Champs. J'ai laissé le travail occasionnel que je faisais encore dans les fermes. J'ai tout laissé. Ma place était auprès de ma fille. Thierry, de son côté, semblait incapable de gérer la situation. Il disait qu'il devait travailler plus pour payer le traitement, alors il a pratiquement disparu. Il partait avant l'aube et revenait après minuit, s'il revenait. Sophie le justifiait. « Il fait un effort énorme pour nous, maman, ne le juge pas. » Mais moi je voyais la vérité. Thierry fuyait. Il fuyait la maladie, la souffrance, la responsabilité de prendre soin de sa femme mourante. Les 6 mois suivants ont été un enfer sur terre. La chimiothérapie toutes les 3 semaines, des séances qui laissaient Sophie si faible qu'elle ne pouvait pas se lever du lit. J'ai vu comment ses cheveux tombaient, mèche par mèche, comment sa peau devenait grise, comment ses yeux perdaient leur éclat. La femme belle et pleine de vie qu'était ma fille se consumait devant mes yeux comme une bougie qui fond lentement. Je la faisais manger quand elle n'avait pas la force de tenir la cuillère. Je la lavais quand elle ne pouvait pas se tenir debout. Je changeais les draps trempés de sueur à 3 heures du matin. Et tout le temps, chaque seconde de chaque jour, je priais. Je priais Dieu, la Vierge, tous les saints, n'importe quelle entité qui pouvait m'entendre. « Sauve-la », je suppliais. « Prends-moi moi, mais sauve-la elle. » Manon ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais elle sentait la peur dans l'air. Elle est devenue plus silencieuse, plus collée à moi. Elle dormait dans mon lit toutes les nuits, accrochée à mon corps, comme si elle avait peur que moi aussi je disparaisse. Elle faisait des dessins pour sa maman, des fleurs colorées, des soleils souriants, des cœurs avec les mots « Je t'aime » écrits de son écriture tremblante de petite fille de 7 ans. Sophie les accrochait au mur à côté de son lit et parfois, quand les forces l'abandonnaient, elle restait à les regarder pendant des heures. Il y a eu un moment vers la fin que je n'oublierai jamais. C'était en août 2018 et le médecin nous avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne restait plus qu'à la garder confortable.
C'était une façon élégante de dire que ma fille allait mourir et que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était attendre. Ce soir-là, après avoir couché Manon, je suis entrée dans la chambre de Sophie. Elle était éveillée, regardant le plafond avec ses yeux qui semblèrent déjà voir, au-delà de ce monde. « Maman », elle m'a dit d'une voix qui n'était qu'un murmure. « Assieds-toi. J'ai besoin de te demander quelque chose. » Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris sa main. Elle était si maigre que je pouvais sentir chaque os, chaque veine, la fragilité d'une vie qui s'échappait. « Prends soin de ma Manon, » elle a dit. « Promets-moi que tu ne la laisseras jamais seule. Promets-le-moi, maman. » J'ai essayé de lui dire qu'elle allait se rétablir, qu'il y avait encore de l'espoir, qu'elle ne devait pas parler comme ça, mais elle m'a fait taire d'un regard. On sait toutes les deux la vérité, il ne me reste plus beaucoup de temps. Et Thierry ? Elle a fait une pause, et j'ai vu quelque chose traverser son visage, quelque chose qui ressemblait à de la peur ou du regret. Thierry n'est pas... Je ne sais pas comment expliquer. Promets-moi juste que tu prendras soin de Manon, que tu ne la laisseras pas seule avec lui. Promets-le-moi. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû exiger qu'elle m'explique ce qu'elle voulait dire par là. Mais j'étais tellement détruite, tellement épuisée, tellement désespérée de m'accrocher à ma fille, même quelques minutes de plus, que j'ai juste hoché la tête. Je te le promets, mon amour. Je prendrai soin de Manon avec ma vie. Elle ne sera jamais seule. Sophie a souri. Un sourire faible, fatigué, mais plein de soulagement. Merci, maman. Merci pour tout. Pour m'avoir élevée, pour m'avoir donné des études, pour être la meilleure mère du monde. Je t'aime. Ce furent les dernières paroles cohérentes qu'elle m'a dites. Sophie est morte le 12 septembre 2018, un mardi de pluie. Il avait plu toute la nuit, une de ces tempêtes d'automne qui s'abattent sur le Berry sans pitié. Le bruit de l'eau qui frappait le toit était assourdissant, mais moi, je l'entendais comme de très loin. J'étais assise à côté du lit de ma fille, tenant sa main, la regardant respirer de plus en plus lentement. À 3 heures du matin, elle a poussé un dernier soupir, et tout est devenu silencieux. Même la pluie a semblé s'arrêter un moment, comme si le monde entier retenait son souffle. Et ma Sophie n'était plus là. Ma petite, ma raison de vivre, mon tout s'en était allé pour toujours. Je ne me souviens pas beaucoup des heures qui ont suivi. Je sais que j'ai crié, je sais que j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je sais que Thierry est apparu à un moment avec une expression que je n'ai pas su interpréter. C'était de la douleur, du soulagement, de l'indifférence ? Je ne sais pas. Ça ne m'importait plus ce que Thierry ressentait. La seule chose qui m'importait, c'est que ma fille était morte et que j'avais une petite fille de 7 ans qui venait de devenir orpheline de mère. Réveiller Manon pour lui annoncer la nouvelle a été la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Pire que couper du foin sous le soleil ardent. Pire que voir mourir Bernard. Pire que tout ce qui viendrait après. Je me suis assise sur son lit, je l'ai serré contre ma poitrine et je lui ai dit la vérité. « Ma chérie, ta maman est partie au ciel cette nuit. Maintenant c'est un petit ange qui nous surveille depuis les nuages. » Manon m'a regardée avec ses yeux énormes, traitant les mots, essayant de comprendre l'incompréhensible. « Mamie, ma maman ne va plus se réveiller ? » ?»« Non, ma chérie, elle ne va plus se réveiller. Mais elle sera toujours dans ton cœur et moi je serai là avec toi pour toujours, je te le promets. » J'ai enterré ma fille un mardi de pluie au cimetière de Montluçon. Il y avait peu de monde, quelques collègues instituteurs de Sophie, la famille de Thierry que je connaissais à peine, moi avec Manon par la main. Thierry était là avec un costume noir qui avait l'air trop neuf, comme s'il l'avait acheté pour l'occasion. Pendant tout l'enterrement, il n'a pas versé une seule larme. Moi je pleurais pour nous deux, pour nous trois, pour tous ceux qui auraient dû pleurer et ne l'ont pas fait. Après l'enterrement, je me suis préparée à retourner à Saint-Martin-des-Champs avec Manon. J'avais supposé que la petite viendrait avec moi, que c'était ce que Sophie aurait voulu. Mais Thierry avait d'autres plans. « La petite reste avec moi », il m'a dit ce soir-là. « Je suis son père, j'ai la garde légale. » J'ai essayé de raisonner avec lui. Je lui ai expliqué que moi, je pouvais mieux m'occuper d'elle, qu'il travaillait toute la journée, que Manon avait besoin de moi.
Mais Thierry a été inflexible. C'est ma fille, et là où je vais, elle va. J'étais sur le point de me battre. J'étais sur le point de chercher un avocat, de lutter pour la garde, de faire tout ce qui était nécessaire pour tenir la promesse que j'avais faite à Sophie. Mais alors Thierry a proposé autre chose. Pourquoi on ne déménagerait pas tous les trois chez toi à Saint-Martin ? Il a dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Comme ça, toi, tu peux aider avec Manon et moi, je cherche du travail dans le coin. C'est mieux pour tout le monde. Et 2 mois plus tard, Thierry s'est présenté à ma porte avec ses valises. Je ne le voulais pas dans ma maison. Chaque cellule de mon corps me criait que c'était une mauvaise idée, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet homme, que je commettais une terrible erreur. Mais je savais aussi que si je le rejetais, je perdrais l'accès à Manon. Thierry avait tous les droits légaux. Moi, je n'étais que la grand-mère. Alors j'ai ouvert la porte de mon foyer et je l'ai laissé entrer, avec l'espoir que mes instincts se trompaient. Ma maison à Saint-Martin-des-Champs était petite, mais digne. 3 pièces, la mienne, celle qui avait été celle de Sophie enfant et qui serait maintenant celle de Manon, et une autre que Thierry utiliserait. Une cuisine avec un poêle à bois, une salle de bain avec l'eau froide qu'on chauffait dans des casseroles, un salon avec un vieux canapé et une télévision qui marchait à peine. Et dans le fond, une grange où je gardais mes outils de travail, quelques petits animaux et la serpe que j'avais héritée de mon père. La serpe que j'avais utilisée pendant plus de 40 ans. La serpe qui allait tout changer. Les premiers mois ont été faussement normaux. Thierry a trouvé du travail dans un garage du village. Il partait tôt et revenait dans l'après-midi. Moi, je m'occupais de Manon pendant la journée. Je l'emmenais à l'école, je lui préparais à manger, je l'aidais avec ses devoirs. Le soir, on dînait tous les 3 ensemble comme une famille brisée, essayant de faire semblant d'être complète. Manon a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie, même si parfois je la trouvais en train de pleurer en silence, appelant sa maman dans ses rêves. Ces moments me déchirèrent l'âme, mais j'essayais d'être forte pour elle. Elle était tout ce qui me restait de Sophie, la seule chose qui m'importait dans ce monde. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petites choses au début, si subtiles que je pouvais me convaincre qu'elles étaient le produit de mon imagination. Thierry voulait toujours être seul avec Manon. Il proposait de l'emmener à l'école, alors que moi, je pouvais le faire. Il insistait pour la baigner, alors qu'elle avait l'âge de se baigner seule. Il se mettait en colère quand j'interrompais leur moment père-fille. Il disait qu'il rattrapait le temps perdu, qu'il voulait créer un lien avec sa fille. Et moi, idiote que j'étais, je voulais le croire. J'ai commencé à travailler à mi-temps dans une ferme voisine pour compléter la pension de veuvage qui couvrait à peine les dépenses de base. Thierry disait qu'il contribuait avec son salaire, mais l'argent ne semblait jamais suffire. Avec le recul, je crois qu'une grande partie de ce qu'il gagnait, il le dépensait en alcool. Il avait commencé à boire plus, à rentrer certains soirs avec une odeur de bière et de gnôle, les yeux rouges et la voix pâteuse. Mais même ivre, il gardait cette façade d'homme correct. C'était comme s'il portait un masque qui ne glissait que quand personne ne regardait. Sauf que moi je regardais, même s'il ne le savait pas. Il y a des signes qu'une grand-mère devrait voir. Des signes que le monde ignore parce qu'ils sont inconfortables, parce qu'ils impliquent de penser l'impensable, parce qu'il est plus facile de détourner le regard et de faire comme si tout allait bien. Moi j'ai vu ces signes, petit à petit, comme les pièces d'un puzzle macabre que j'ai mis trop longtemps à assembler. Et si vous voulez comprendre comment j'en suis arrivé à faire ce que j'ai fait, vous devez savoir quels étaient ces signes. Vous devez marcher avec moi sur ce chemin sombre qui m'a mené de la peur au soupçon, du soupçon à la certitude et de la certitude à l'action. Alors abonnez-vous, parce que ce qui suit n'est pas facile à entendre, mais c'est nécessaire. C'est la vérité que personne n'a voulu voir. Le premier signe a été le silence de Manon. Ma petite fille qui avait toujours été bavarde, curieuse, pleine de questions et de commentaires, a commencé à se taire. Au début, j'ai pensé que c'était le deuil pour sa mère. C'était normal qu'elle soit triste, qu'elle se renferme sur elle-même. Mais les mois passaient et le silence non seulement persistait, mais s'approfondissait.
Elle ne me racontait plus des choses de l'école, elle ne me demandait plus de lui lire des histoires. Elle s'asseyait dans un coin de la cour à dessiner pendant des heures sans parler à personne. Le deuxième signe a été les dessins. Au début, ils étaient comme ceux de n'importe quelle petite fille. Des maisons avec des cheminées fumantes, des arbres avec des fruits, des soleils souriants. Mais petit à petit, les dessins ont commencé à changer. Des figures sombres sont apparues, des ombres sans visage, des grandes mains disproportionnées qui semblaient atteindre quelque chose. Et au centre, toujours une petite figure, une fillette avec les cheveux noirs et les yeux énormes. Parfois la fillette pleurait, parfois elle était seule dans un coin de la feuille, parfois elle n'avait pas de bouche, comme si quelqu'un la lui avait effacée. Le troisième signe a été la peur. Manon a commencé à avoir une terreur de rester seule avec Thierry. Quand je devais sortir travailler ou faire des courses, elle s'accrochait à ma jupe en pleurant, me suppliant de ne pas la laisser. « Ne me laisse pas avec lui, mamie », elle me disait. « S'il te plaît, ne me laisse pas. » Je lui demandais pourquoi, ce qui s'était passé, ce qu'il lui avait fait, mais elle secouait juste la tête et pleurait plus fort. Thierry, quand il assistait à ces scènes, levait les yeux au ciel et disait que je la gâtais trop, que c'était une enfant capricieuse, qu'elle avait besoin de discipline, qu'il était son père et qu'elle devait apprendre à le respecter. Une nuit, c'était vers le milieu de 2019, j'ai entendu Manon crier. Il était 3 heures du matin et son cri m'a réveillée d'un coup, comme si quelqu'un m'avait jeté de l'eau glacée dessus. J'ai couru à sa chambre le cœur dans la gorge, imaginant le pire. Quand j'ai ouvert la porte, Thierry était déjà là. Il était assis sur le lit de Manon, la serrant dans ses bras, lui disant que tout allait bien, que c'était juste un cauchemar. « Tout est sous contrôle », il m'a dit quand il m'a vu à la porte. Elle a fait un mauvais rêve. Je suis en train de la calmer. Mais quelque chose dans les yeux de ma petite fille m'a dit que ce n'était pas juste un cauchemar. Quelque chose dans la façon dont elle se recroquevillait quand Thierry la touchait, dans la rigidité de son corps, dans le tremblement de ses lèvres, quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai confronté Thierry le lendemain, quand Manon était à l'école. Je lui ai demandé directement ce qui se passait. Pourquoi ma petite fille avait tellement peur, ce qu'il lui avait fait. Il a ri. Il m'a ri au nez avec ce rire que j'entends encore dans mes cauchemars. « T'es parano, la vieille », il m'a dit. Manon traverse une période difficile. Elle a perdu sa mère. C'est normal qu'elle ait des cauchemars et qu'elle se comporte bizarrement. Mais toi, tu veux voir des monstres, là où il n'y en a pas. Tu ferais mieux de t'inquiéter moins, d'inventer des accusations, et plus de ne pas en faire une enfant gâtée. J'ai voulu le croire. Dieu sait que j'ai voulu le croire. C'était plus facile de penser que mon instinct se trompait, que je voyais des fantômes, que le deuil m'avait rendue méfiante. Alors je me suis tue encore une fois. Et ce silence me poursuit chaque jour ici dans cette cellule. 2020 a été l'année où les signes sont devenus impossibles à ignorer. Manon, qui avait déjà 9 ans, a commencé à faire pipi au lit. À cet âge, ça lui faisait honte. Elle me suppliait de ne le dire à personne, surtout pas à Thierry. Moi, je lavais les draps en secret, essayant de la protéger de l'humiliation, mais je savais que ce n'était pas normal. Je savais que quelque chose causait cette régression. Elle a aussi commencé à éviter les bains. Avant, elle adorait l'eau, barboter dans la bassine, jouer avec le savon en faisant des bulles. Maintenant, elle se lavait le plus vite possible avec la porte fermée à clé, sortant de la salle de bain presque sans se sécher, comme si elle était pressée de se couvrir. Elle a commencé à porter des vêtements amples, même les jours de chaleur étouffante. Des t-shirts larges, des pantalons amples, tout ce qui cachait son corps. Et puis, il y a eu les questions. Une nuit, pendant que je la bordais dans son lit, Manon m'a regardée avec ses yeux qui avaient une vue trop pour son âge. « Mamie ?» elle m'a demandé. « Est-ce qu'il y a des secrets qu'on ne peut jamais raconter, même s'ils sont mauvais ?» J'ai senti un frisson me parcourir le dos. « Ma chérie, tu peux me raconter n'importe quoi. Les mauvais secrets ne devraient pas exister. Si quelqu'un te fait quelque chose qui te fait te sentir mal, tu dois me le dire. » Elle m'a regardée pendant un long moment. J'ai vu la lutte dans ses yeux, les mots voulant sortir, mais repoussés vers l'intérieur par quelque chose de plus fort que sa volonté. La peur.
C'est que lui, il dit que si je te raconte, il va t'arriver quelque chose de mal, et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, mamie. Qui dit ça, mon amour? Qui t'a dit ça? Mais Manon s'était déjà refermée. Elle a secoué la tête, s'est retournée et a fait semblant de dormir. Moi, je suis restée assise à côté de son lit pendant des heures, le cœur en morceaux, sachant que quelque chose de terrible se passait et me sentant impuissante à l'arrêter. J'ai essayé de parler à Thierry encore une fois. J'ai essayé d'être plus directe, plus confrontante. Je lui ai dit que Manon montrait des signes préoccupants, qu'on avait besoin de l'emmener voir un psychologue, que quelque chose lui causait un traumatisme. Cette fois, Thierry n'a pas ri. Cette fois, son masque a glissé pendant 1 seconde, me laissant voir ce qu'il y avait en dessous. La froideur, la cruauté, le vide absolu. « Écoute-moi bien, la vieille. » Il m'a dit d'une voix qui était du pur venin. « Manon est ma fille, à moi. Toi, t'es rien que la grand-mère. Si t'as l'idée de m'accuser de quoi que ce soit, je l'emmène. Je l'emmène loin, là où tu ne la reverras jamais. Et si tu vas chez les flics avec tes histoires de vieilles folles, je te jure que tu vas le regretter. Alors ferme ta gueule et arrête de te mêler de ce qui te regarde pas. » Ce soir-là, j'ai su avec une certitude absolue que Thierry Renard était un monstre. Il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de place pour le déni. Mais j'ai aussi su que j'étais piégée. Il avait tous les droits légaux sur Manon. Moi, je n'avais pas de preuves concrètes. Si je le dénonçais sans preuve, il pourrait emmener ma petite fille n'importe où, et je n'aurais aucun moyen de la protéger. C'était une impasse. Ou c'est ce que je croyais. Un jour début 2021, j'ai trouvé Manon cachée dans la grange. Elle était recroquevillée derrière des bottes de foin, tremblant comme un animal blessé, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là ?» Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de terreur, de honte et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle était enfin prête à parler. « Mamie », elle m'a dit d'une voix si petite que je l'ai à peine entendue. « Papa Thierry a un secret. Et si je te le dis, il dit qu'il va te tuer. » Je me suis agenouillée devant elle. J'ai pris ses mains glacées dans les miennes et je lui ai parlé avec toute la fermeté et l'amour que j'ai pu rassembler. « Écoute-moi, Manon. Personne ne va me faire de mal. Je suis ta grand-mère et je vais te protéger de tout. De tout. Tu peux me raconter n'importe quoi. Je te promets qu'il ne va rien arriver de mal. » Elle m'a regardé fixement, cherchant dans mes yeux la vérité de mes paroles. Et ce qu'elle y a vu, cette détermination d'une mère et grand-mère prête à tout, a finalement brisé le silence qui l'avait emprisonnée pendant des années. Et ce qu'elle m'a raconté après, ce qui est sorti de la bouche de cet enfant de 9 ans, était pire que n'importe quel cauchemar que j'aurais pu imaginer. C'était l'enfer lui-même, raconté avec la voix d'un ange brisé. Et à ce moment-là, pendant que les mots de ma petite fille me déchiraient l'âme, j'ai su exactement ce que je devais faire. Après ce que Manon m'a raconté ce jour-là dans la grange, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ma petite fille avait brisé le silence, elle m'avait fait confiance et j'avais l'obligation d'agir. Pendant des nuits entières, je n'ai pas pu dormir, retournant la situation dans tous les sens, pensant à quoi faire, comment la protéger, comment arrêter ce monstre qui dormait sous mon propre toit. Janvier 2021 est arrivé avec un froid qui te glaçait les os, mais le froid que moi je sentais à l'intérieur était bien pire. C'était le froid de l'impuissance, de la rage contenue, de la peur de ne pas en faire assez pour sauver la seule personne qui me restait dans ce monde. J'ai décidé de faire les choses bien. J'ai décidé de faire confiance au système, aux autorités, aux institutions qui sont censées exister pour protéger les plus vulnérables. Comme j'étais naïve. Comme j'étais stupidement naïve. La première semaine de janvier, j'ai laissé Manon à l'école et j'ai pris le car vers le centre de Saint-Martin-des-Champs. La gendarmerie était dans un vieux bâtiment de 2 étages avec la peinture écaillée et un panneau rouillé qu'on pouvait à peine lire. Je suis entrée le cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Je me suis approchée du comptoir où un jeune gendarme, presque un gamin, m'a regardée avec une expression ennuyée. « Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai besoin de parler à quelqu'un.
J'ai besoin de porter plainte. C'est au sujet de ma petite fille. Quelqu'un lui fait du mal. » Le gendarme a haussé un sourcil comme s'il avait entendu cette histoire 1000 fois avant, et il m'a demandé d'attendre. Je me suis assise sur un banc en bois dur à côté d'autres personnes qui attendaient aussi. Un homme avec le visage amoché, une femme qui pleurait en silence, un jeune menotté qui regardait le sol. 1 heure est passée, puis 2. Finalement, on m'a appelé dans un bureau au fond du couloir. Le capitaine Gérard Bonneau était un homme d'environ 45 ans, avec une grosse moustache, un ventre proéminent et des petits yeux qui m'ont évalué comme si j'étais un insecte gênant qui avait interrompu sa matinée. Son bureau sentait la cigarette et le café froid. Il y avait des papiers empilés sur le bureau, des photos de lui avec des politiciens locaux sur les murs et un crucifix en bois accroché derrière sa chaise. Il m'a montré une chaise en face de son bureau et a attendu que je parle. Je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté les changements chez Manon, les dessins sombres, la peur irrationnelle de rester seule avec Thierry. Je lui ai raconté les cauchemars, les questions étranges, la régression à mouiller le lit. Je lui ai raconté ce que ma petite fille m'avait confessé dans la grange, la voix tremblante mais déterminée à ce que quelqu'un m'écoute. Je l'ai supplié d'enquêter, de protéger ma petite fille, d'arrêter cet homme avant qu'il continue à lui faire du mal. Le capitaine Bonneau m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est calé dans sa chaise, a croisé les bras sur son ventre et a laissé échapper un long soupir, comme si je venais de lui raconter l'histoire la plus ennuyeuse du monde. « Madame Lefebvre, c'est bien ça ?» il a dit en consultant des notes qu'il avait griffonnées pendant que je parlais. « Écoutez, je comprends votre inquiétude. En tant que grand-mère, c'est naturel que vous vouliez protéger votre petite fille. Mais ce que vous me décrivez, ce sont, comment dire, des indices, des soupçons. On n'a rien de concret. » Rien de concret, j'ai répété sans pouvoir croire ce que j'entendais. Ma petite fille m'a dit qu'il la touche, qu'il lui fait des choses. Ça ne suffit pas ? Madame, les enfants disent beaucoup de choses. Parfois, ils confondent des situations, ils interprètent mal des gestes paternels affectueux, ils exagèrent pour attirer l'attention. Vous avez des preuves physiques, un examen médical, des photos de lésions ? Non, mais vous avez des témoins ? Quelqu'un d'autre qui a vu quelque chose de suspect ? Non, il est très prudent, mais... Madame, il m'a interrompu avec un ton qui se voulait patient, mais qui suintait la condescendance. On ne peut pas arrêter quelqu'un sur la base des dessins d'une petite fille. On a besoin de preuves concrètes. Si vous voulez, vous pouvez emmener la petite chez un médecin, et si l'examen révèle quelque chose, alors on en reparle. Mais en attendant, j'ai les mains liées. « Vous avez les mains liées », je lui ai dit, sentant la rage commencer à bouillonner à l'intérieur de moi. « Cet homme abuse de ma petite fille sous mon propre toit, et vous me dites que vous avez les mains liées ? Madame, je vous recommande de vous calmer. Ces accusations sont très graves. Si vous allez partout en diffamant le père de la petite sans preuve, vous pourriez vous attirer des ennuis juridiques. Thierry Renard est un homme connu dans la communauté. Il travaille, il paie ses impôts, il n'a jamais eu de problème avec la loi. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas, je ne sais pas, en train de confondre les choses ? Parfois les grands-mères deviennent jalouses de la relation entre les pères et les enfants. Je suis restée à le regarder, sans voix. Cet homme, ce représentant de la loi, était en train de suggérer que j'étais jalouse, que j'inventais des accusations contre mon gendre parce que je n'aimais pas qu'il ait de l'autorité sur ma petite fille. J'ai eu envie de lui crier dessus, de renverser son bureau, de l'obliger à m'écouter. Mais je savais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors j'ai avalé la rage, je me suis levée de la chaise et je lui ai dit la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Quand quelque chose arrivera à ma petite fille, capitaine, quand ce monstre fera quelque chose qu'on ne pourra plus défaire, je veux que vous vous souveniez de cette conversation. Je veux que vous vous souveniez que je suis venue vous demander de l'aide et que vous m'avez fermé la porte au nez. Je suis sortie de cette gendarmerie en me sentant plus seule que jamais. Le système m'avait fait défaut. La première porte s'était fermée. Mais je ne me suis pas rendue. J'ai pensé à d'autres options, à d'autres endroits où on pourrait m'aider.
Et alors je me suis souvenu de l'Église. J'avais toujours été catholique, même si pas pratiquante. Ma mère m'avait appris à prier, à croire en Dieu, à avoir confiance qu'il y avait une force supérieure qui protégeait les innocents. Peut-être que le père François, le curé de l'église de Saint-Martin, pourrait m'aider. Peut-être qu'il aurait l'autorité morale pour intervenir, pour parler à Thierry, pour faire quelque chose. L'église Saint-Martin était un bâtiment ancien aux murs de pierre grise et au toit d'ardoise, avec un clocher où les cloches sonnaient chaque dimanche pour appeler à la messe. J'y étais allé enfant. J'y avais fait ma première communion à cet autel. J'avais vu Sophie se faire baptiser dans ses fonts baptismaux. C'était un endroit que j'associais à la paix, à l'espoir, à la certitude qu'il y avait de la bonté dans le monde. Comme je me trompais. Le père François m'a reçu dans la sacristie. Une petite pièce pleine d'images religieuses, de cierges à moitié consumés et de l'odeur douceâtre de l'encens. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec les cheveux blancs, le visage ridé et des lunettes épaisses qui lui donnaient un air de hibou. Il m'a offert un siège et un verre d'eau, et il m'a écouté avec une attention apparente pendant que je lui racontais la même histoire que j'avais racontée au capitaine Bonneau. Quand j'ai terminé, le père François a joint les mains comme s'il allait prier, a fermé les yeux un moment, et puis m'a regardé avec une expression qui se voulait compatissante. « Ma fille, » il a dit d'une voix douce, « je comprends ton angoisse. En tant que grand-mère, tu ressens le besoin de protéger ta petite fille. C'est un instinct naturel, un don de Dieu, mais nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter par la peur et la paranoïa. Mon père, ce n'est pas de la paranoïa. Manon me l'a dit directement. Cet homme lui fait des choses horribles. Les enfants ont parfois des imaginations très vives, surtout après un traumatisme comme la mort de leur mère. Ils peuvent confondre des rêves avec la réalité, des fantasmes avec des faits. As-tu envisagé que peut-être Manon est en train de traiter sa douleur de façon que tu ne comprends pas? Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je connais ma petite fille. Elle n'invente rien. Elle a peur, une peur réelle, profonde, qu'on ne peut pas feindre. Le père François a soupiré, comme s'il avait affaire à une enfant têtue qui ne voulait pas entendre raison. Martine, je connais Thierry Renard. Il vient à la messe presque tous les dimanches. Il collabore avec les activités de la paroisse. C'est un homme de bien, travailleur, catholique. Il ne me semble pas le genre de personne qui ferait ce que tu décris. Les monstres ne viennent pas avec une étiquette sur le front, mon père. Ils se cachent derrière des masques, ils vont à la messe, ils font l'aumône, ils sourient aux voisins. Mais dans l'obscurité de leur maison, ils font des choses qui détruisent des âmes. Ma fille, je te recommande la prière et la patience. Demande à Dieu de t'éclairer, de te montrer la vérité. Et si ce que tu dis se passe vraiment, aie confiance qu'il trouvera le moyen de révéler le mal et de protéger les innocents. En attendant, évite de faire des accusations qui pourraient détruire la réputation d'un homme innocent et faire du mal à ta propre famille. La prière et la patience. C'est ce que l'Église m'a offert, la prière et la patience. Pendant que ma petite fille était violée dans sa propre maison. La prière et la patience, pendant qu'un monstre restait libre, protégé par sa réputation d'homme de bien. Je suis sorti de cette église avec la foi détruite. Si Dieu existait, j'ai pensé, il avait abandonné les plus vulnérables. Ou pire, il avait laissé ses représentants sur terre être aveugles et sourds à la souffrance des innocents. Thierry a appris mes tentatives de le dénoncer. Je ne sais pas comment. Peut-être que le capitaine Bonneau l'a prévenu. Peut-être que le père François a mentionné quelque chose en confession. Peut-être qu'il avait simplement des espions dans le village. Saint-Martin-des-Champs est petit et les ragots voyagent plus vite que le vent. Une nuit, peu après ma visite à l'église, Thierry est rentré à la maison avec une expression que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas le masque aimable qu'il portait devant les autres. C'était son vrai visage, froid, cruel, menaçant. Il a attendu que Manon s'endorme, et puis il est venu dans ma chambre. « Écoute-moi bien, la vieille », il m'a dit debout dans l'embrasure de la porte, bloquant tout échappatoire. « Je sais ce que t'as fait. Je sais que t'es allée à la gendarmerie.
Je sais que t'es allé voir le curé. Tu crois que je suis con? Thierry, moi je voulais juste... Ta gueule. Tu m'interromps pas. Je vais te dire ça une seule fois, alors fais attention. Si tu m'accuses encore de quoi que ce soit, n'importe quoi, j'emmène Manon. Je l'emmène loin, là où tu ne la reverras jamais. Je suis son père légal. J'ai tous les droits. Toi, t'es rien que la grand-mère. T'es personne. T'as compris? Manon est ma petite fille. Tu ne peux pas... Je ne peux pas quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Aller chialer chez les flics encore? T'as vu comment ça s'est passé? Personne te croit, la vieille. Personne te croira jamais. Je suis un homme respectable, et toi, t'es une vieille paranoïaque qui voit des choses là où il n'y en a pas. Alors, t'as intérêt à la fermer et à laisser les choses comme elles sont. Parce que si tu m'obliges à agir, je te jure que ça te plaira pas. Il est parti, me laissant tremblante dans mon lit, le cœur détruit et l'esprit plein d'une fureur que je ne savais pas comment canaliser. Il avait raison. Le système était de son côté. La loi le protégeait, l'Église le défendait. Moi, je n'étais personne. Juste une vieille grand-mère pauvre, sans pouvoir, sans ressources, sans voix. Les semaines suivantes ont été un enfer. Thierry est devenu plus prudent, plus vigilant. Il ne laissait plus Manon seule avec moi longtemps. Il contrôlait ses horaires, vérifiait ses affaires, l'emmenait et la ramenait de l'école lui-même. C'était comme s'il construisait une prison autour d'elle, une prison invisible dont je ne pouvais pas la sauver. Manon s'enfonçait un peu plus chaque jour. Elle ne parlait presque plus. Elle mangeait comme un moineau, picorant à peine sa nourriture. Ses yeux énormes qui brillaient autrefois de curiosité et de joie, étaient maintenant éteints, vides, comme ceux de quelqu'un qui a déjà abandonné. Chaque fois que je la regardais, je sentais qu'une partie de moi mourait. Ma petite fille devenait un fantôme sous mes yeux, et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Le système m'avait fermé toutes les portes. La gendarmerie ne m'avait pas écouté. L'Église m'avait ignoré. Thierry m'avait menacé. J'étais seule, complètement seule, avec la certitude que quelque chose de terrible se passait et l'impuissance de ne pas pouvoir l'arrêter. J'en suis venue à penser à abandonner, à accepter que j'avais perdu, à me résigner à voir ma petite fille se détruire lentement pendant que je restais les bras croisés. Mais alors est arrivé le 15 mars 2021, le jour qui a tout changé, le jour où Manon m'a montré ce qu'il lui faisait, ce que ce monstre laissait marquer sur le corps de mon petit ange. Et ce jour-là, quelque chose à l'intérieur de moi s'est cassé pour toujours. Ou peut-être que quelque chose s'est finalement libéré. C'était un lundi après-midi. Thierry était sorti tôt en disant qu'il allait retrouver des copains du travail. Je savais ce que ça voulait dire. Il allait se saouler dans un bistrot du village et ne rentrerait pas avant l'aube. C'était un des rares moments où Manon et moi pouvions être tranquilles, sans sa présence qui assombrissait chaque coin de la maison. J'ai décidé de donner un bain à Manon. Il faisait chaud ce jour-là, une chaleur collante typique de mars dans le Berry, et j'ai pensé que l'eau fraîche lui ferait du bien. Normalement, elle se lavait seule avec la porte fermée, mais ce jour-là, elle m'a demandé de l'aider. C'était étrange. Elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle était beaucoup plus petite. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, un besoin, une supplication silencieuse, et j'ai accepté sans poser de questions. J'ai rempli la bassine d'eau tiède et je l'ai aidée à se déshabiller. Et alors je l'ai vue. Les bleus sur ses bras, sur ses jambes, sur ses côtes. Des marques violettes et jaunâtres à différents stades de guérison, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les autres marques. Les marques de morsures sur ses épaules, les traces sur sa peau qu'aucune petite fille de 9 ans ne devrait avoir. Les preuves indéniables de ce que ce démon lui avait fait. Je suis restée paralysée. Le monde s'est arrêté. Tout le son a disparu, sauf le battement de mon propre cœur qui résonnait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. J'ai regardé ma petite fille, ce petit corps fragile couvert des traces de son agresseur, et j'ai senti que quelque chose se brisait en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif, une rage ancestrale
qui venait du plus profond de mon être, de générations de femmes qui avaient été réduites au silence, ignorées, violentées. « Manon !» j'ai réussi à dire d'une voix étouffée. « Ma chérie, qui t'a fait ça ?» Elle m'a regardé avec ses yeux qui avaient l'air vu trop pour son âge, et finalement, après des années de silence, de peur, de menaces, elle a parlé. « Papa Thierry. Mamie, Papa Thierry me fait des choses vilaines quand t'es pas là. » Et alors, elle m'a tout raconté. Elle m'a raconté comment ça avait commencé petit à petit, avec des caresses qu'elle ne comprenait pas. Elle m'a raconté comment il lui disait que c'était un secret spécial entre eux deux, que si elle le racontait à quelqu'un, il m'arriverait quelque chose de mal à moi. Elle m'a raconté comment les jeux avaient escaladé, devenant plus violents, plus douloureux, plus terrifiants. Elle m'a raconté les nuits où il entrait dans sa chambre, quand moi je dormais déjà, les fois dans la grange quand moi je travaillais à la ferme, les moments dans la salle de bain quand il insistait pour l'aider à se laver. Chaque mot était un poignard qui s'enfonçait dans mon âme. Chaque détail était une goutte d'acide qui me brûlait de l'intérieur. Ma Manon, mon petit ange, avait vécu en enfer pendant presque 3 ans. Et moi, qui avais promis de la protéger, qui avais juré à Sophie sur son lit de mort que je ne la laisserais jamais seule, j'avais échoué de la façon la plus terrible possible. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Je l'ai bercée comme quand elle était bébé, lui murmurant que tout allait bien se passer, que mamie allait la protéger, que plus personne ne lui ferait jamais de mal. Mais pendant que je lui disais ces mots, je savais que c'étaient des mensonges. Je savais que le système ne la protégerait pas. Je savais que Thierry avait raison. Personne ne me croyait. Personne n'allait m'aider. La loi était de son côté. Et alors, dans ce moment de clarté absolue, j'ai su ce que je devais faire. Ce n'était pas une décision impulsive, ce n'était pas un accès de folie. C'était la conclusion logique, inévitable, d'une équation qui n'avait qu'une seule solution. Si les autorités n'allèrent pas arrêter Thierry, moi je le ferais. Si la justice des hommes échouait, moi j'appliquerais ma propre justice. Si personne d'autre n'allait protéger ma petite fille, moi je la protégerais de mes propres mains. Même si ça voulait dire devenir ce que le monde appellerait un monstre. Ce soir-là, Thierry est rentré à la maison vers 1h du matin, comme toujours quand il sortait faire la fête. Je l'ai entendu trébucher à l'entrée, jurer à voix basse et puis se diriger vers la grange. Il dormait toujours là quand il était trop sourd, sur un lit de camp improvisé qu'il avait installé entre les outils et les bottes de foin. Il disait que c'était pour ne pas me déranger avec son arrivée tardive. Maintenant je sais que c'était parce que même lui, même ce monstre sans âme, avait honte de ce qu'il était. Ou peut-être que ça l'arrangeait simplement d'avoir un endroit à l'écart, loin des regards curieux. J'ai couché Manon dans mon lit ce soir-là. Je l'ai bordée avec la couverture la plus douce que j'avais. Je lui ai chanté la berceuse que ma mère me chantait à moi, et j'ai attendu que sa respiration devienne calme, profonde. Elle dormait avec la paix de quelqu'un qui avait enfin lâché un poids terrible, qui avait partagé son secret avec quelqu'un de confiance. Elle ne savait pas ce que j'étais sur le point de faire. Et c'était mieux ainsi. « Dors, ma petite », je lui ai murmuré en l'embrassant sur le front. « Mamie va tout arranger. » J'ai attendu jusqu'à 3h du matin. J'ai pris la serpe que j'utilisais pour travailler au champ et j'ai marché vers la grange. La nuit était fraîche avec ce silence dense qui n'existe que dans les petits villages quand tout le monde dort. La lune était presque pleine, projetant de longues ombres sur la cour de terre. Mes pieds nus ne faisaient pas de bruit tandis que j'avançais vers la grange. La serpe pesait dans ma main droite, familière comme une extension de mon propre bras. Je l'avais utilisée des milliers de fois au cours de ma vie. À couper des tiges sous le soleil brûlant, à ouvrir un chemin dans les broussailles, à me défendre contre les serpents dans les champs. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser pour ça. La grange était une construction simple en bois et en tôle, avec un portail qui grinçait toujours. Je l'ai poussé doucement, retenant mon souffle, et je suis entré. L'odeur m'a frappé immédiatement. Alcool, sueur, paille humide et quelque chose d'autre. L'odeur de Thierry, cette odeur que j'associais maintenant au mal, à la souffrance de ma petite fille, à tout ce qui n'allait pas dans le monde. La lumière de la lune entrait par les fentes du toit,
créant des bandes de clarté et d'obscurité. Dans le coin le plus éloigné, sur le lit de camp improvisé, Thierry dormait sur le dos. Il avait la bouche ouverte, ronflant avec ce son guttural des ivrognes. Une bouteille vide de gnôle était tombée à côté du lit. Ses mains maudites, reposaient sur sa poitrine, montant et descendant avec chaque respiration. Je suis restée à le regarder pendant un long moment. C'était l'homme qui avait détruit ma petite fille. L'homme qui avait profané l'innocence d'une enfant qui ne connaissait que l'amour et la bonté. L'homme qui se cachait derrière un masque de respectabilité pendant qu'il commettait les actes les plus vils imaginables. Et maintenant il était là, vulnérable, inconscient, complètement à ma merci. J'ai pensé à Manon. J'ai pensé à ses yeux éteints, à son corps couvert de marques, à sa voix tremblante, pendant qu'elle me racontait les horreurs qu'elle avait endurées. J'ai pensé à Sophie, à la promesse que je lui avais faite, à comment j'avais échoué à protéger sa fille. J'ai pensé à toutes les fois où le système m'avait fermé les portes, au capitaine Bonneau me demandant des preuves concrètes, au père François suggérant la prière et la patience. J'ai pensé à l'impunité avec laquelle Thierry m'avait menacé, à la certitude que personne ne le punirait jamais pour ses crimes. Et alors j'ai arrêté de penser. Je me suis approchée du lit de camp à pas silencieux. Je me suis positionnée à côté de ses mains qui avaient causé tant de douleur. J'ai levé la serpe au-dessus de ma tête, sentant le poids du métal, la tension dans mes bras, le battement de mon cœur. Et j'ai frappé. Le premier coup a tranché la main droite juste au-dessus du poignet. La serpe a traversé chair, os et tendons avec la facilité de quelqu'un qui a coupé des milliers de tiges de foin. Le sang a jailli en un arc sombre, éclaboussant la paille, le lit, ma chemise de nuit blanche. Thierry s'est réveillé avec un hurlement qui ne semblait pas humain, un cri d'animal blessé qui a probablement réveillé les voisins les plus proches. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Avant qu'il puisse réagir, avant qu'il puisse se défendre ou fuir, j'ai frappé à nouveau. La deuxième main est tombée à côté de la première. 2 masses informes de chair et d'os qui ne toucheraient plus jamais ma petite fille. Thierry se tordait sur le lit de camp, hurlant de douleur, regardant les moignons où se trouvaient avant ses mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « T'es folle !» il criait pendant que le sang jaillissait à gros bouillons, trempant tout autour de lui. « Appelle une ambulance! Je vais me vider de mon sang. Pour l'amour de Dieu, appelle quelqu'un. » Je l'ai regardé sans bouger, la serpe encore dans ma main, goûtant son sang, se mélangeant avec la paille du sol. Je ne ressentais rien, ni remords, ni satisfaction, ni peur, juste un calme absolu, comme si j'observais la scène de très loin. « T'as appelé quelqu'un, toi, quand ma petite fille te demandait d'arrêter ?» Je lui ai demandé d'une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. « T'as appelé quelqu'un quand elle pleurait et te suppliait de la laisser tranquille ?» Thierry m'a regardé avec les yeux exorbités, le visage pâle de la perte de sang, le corps tremblant. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu de la peur sincère sur son visage. Le prédateur était devenu la proie. « Martine, s'il te plaît, c'était une erreur. Je ne voulais pas. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, appelle une ambulance. » Une erreur, j'ai répété en savourant le mot comme si c'était du poison. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Une erreur. Violer une petite fille de 7 ans ? Détruire son innocence ? Transformer sa vie en enfer ? J'étais malade. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, appelle une ambulance. Malade, j'ai répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Une maladie. Non, Thierry. Ce que t'as, c'est pas une maladie. C'est de la pure méchanceté. Et la méchanceté ne se guérit pas avec des docteurs. Je me suis assise sur un banc en bois près de la porte, sans lâcher la serpe, et je l'ai observée. Le sang continuait de couler de ses moignons, formant des flaques sombres sur le sol de terre. Ses cris se sont transformés en gémissements, puis en murmures, puis en silence. La couleur a quitté son visage, son corps a arrêté de trembler. Ses yeux se sont fixés sur un point du plafond. Thierry Renard est mort à l'aube,
pendant que les premiers rayons du soleil entraient par les fentes de la grange. Je ne sais pas combien de temps a passé. Ça a pu être des minutes ou des heures. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Je sais seulement qu'à un moment, sa poitrine a arrêté de bouger et j'ai su que c'était fini. Je me suis levée avec les jambes engourdies d'être restée assise si longtemps et je suis sortie de la grange. Le soleil naissant peignait le ciel d'orange et de rose, comme si le monde ne savait pas que quelque chose de terrible venait de se passer. Les coqs chantaient au loin, l'air sentait la terre mouillée et les fleurs sauvages. C'était une aube magnifique, probablement la plus belle que j'avais vue depuis des années. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de semblable, quelqu'un qui se bat contre un système qui ne l'écoute pas, qui ne la protège pas, qui la laisse seule face aux monstres, partagez-lui cette histoire. Partagez pour que d'autres grands-mères, d'autres mères, d'autres femmes sachent que parfois la justice ne vient pas d'un tribunal. Parfois, elle vient des mains qui ont bercé le berceau, des bras qui ont protégé, du cœur qui aime avec une férocité qu'aucune loi ne peut contenir. Je suis allée à la pompe à eau de la cour et je me suis lavée. L'eau froide m'a réveillée de la transe dans laquelle j'avais été. J'ai vu comment le sang de Thierry se mélangeait avec l'eau et disparaissait dans la terre. J'ai lavé la serpe aussi, soigneusement, comme mon père m'avait appris à faire après chaque jour de travail. Puis je l'ai remise à sa place, accrochée au mur de la grange, à côté des autres outils. Je suis entrée dans la maison en silence. Manon dormait encore dans mon lit, le visage détendu, respirant tranquillement. Je me suis penchée sur elle et je l'ai embrassée sur le front, inspirant son odeur de savon et de petite fille. « C'est fini, ma chérie », je lui ai murmuré. « Plus personne ne te fera de mal. » Je me suis changée, j'ai brûlé la chemise de nuit tachée de sang dans le poêle à bois et je me suis préparé une tasse de café. Je l'ai bu lentement, regardant par la fenêtre comment le village commençait à se réveiller. Les voisins sortaient, balayaient leur cour, les chiens aboyaient, les cloches de l'église sonnaient appelant à la messe du matin. Un jour normal pour tout le monde, sauf pour moi. Quand le soleil était déjà haut dans le ciel, j'ai réveillé Manon. Je lui ai préparé le petit déjeuner et je lui ai dit que j'allais sortir un moment. J'ai demandé à Madame Germaine, la même voisine qui avait gardé Sophie quand elle était petite, de rester avec elle. Je ne lui ai pas dit où j'allais, je ne lui ai pas dit ce que j'avais fait. Je l'ai juste serré très fort, peut-être trop fort, et je lui ai promis que tout allait bien se passer. Quand le soleil s'est levé, j'ai lavé la serpe. J'ai embrassé Manon endormie, et j'ai marché jusqu'à la gendarmerie pour me rendre. Le capitaine Gérard Bonneau était dans son bureau quand je suis arrivée. Le même homme qui, quelques semaines avant, m'avait dit qu'il ne pouvait pas arrêter quelqu'un sur la base des dessins d'une petite fille, le même homme qui m'avait suggéré que je confondais les choses. Le même homme qui avait protégé un violeur de mineurs avec son indifférence et sa négligence. Je suis entrée dans son bureau sans m'annoncer. Il a levé les yeux de ses papiers avec une expression irritée qui a rapidement changé en confusion quand il m'a reconnue. « Madame Lefebvre, qu'est-ce que vous faites ici? Si vous venez déposer une autre plainte… » « Je ne viens pas déposer une plainte, capitaine. » Je lui ai dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je viens avouer un crime. » Sa confusion s'est approfondie. Il s'est calé dans sa chaise en croisant les bras. « Avouer un crime? De quoi est-ce que vous parlez? Thierry Renard est mort. C'est moi qui l'ai tué. Cette nuit, dans la grange de ma maison, je lui ai coupé les 2 mains avec une serpe et je l'ai laissé se vider de son sang. Le silence qui a suivi était absolu. Bonneau me regardait comme si je m'étais fait pousser 2 têtes. Puis, lentement, il a décroché le téléphone de son bureau. « J'ai besoin d'une équipe chez Martine Lefebvre, rue de la Fontaine. Possible homicide. » Et appelé le médecin légiste. On m'a fait asseoir dans une cellule de détention pendant qu'on traitait la scène. Des heures plus tard, on m'a confirmé ce que je savais déjà. Thierry était mort. Cause du décès, hémorragie par amputation traumatique des 2 mains. Arme du crime, une serpe trouvée dans la grange. Suspecte, Martine Lefebvre, 63 ans. Grand-mère de la victime. Je dis victime parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Le système jusqu'à la fin l'a traitée comme une victime.
Mais alors, ils ont commencé à enquêter et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Enfin, ça a tout changé, sauf mon destin. La docteure Patricia Morin, psychologue légiste du parquet, a évalué Manon. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, avec des yeux gentils et une voix douce. Elle a parlé à ma petite fille avec patience, avec respect, en l'écoutant vraiment d'une façon que personne d'autre n'avait fait. Manon lui a tout raconté, ce qu'elle m'avait raconté à moi, et cette fois quelqu'un l'a cru. L'examen médical a confirmé les abus. Les marques sur son corps, les lésions internes, tout concordait avec le témoignage. Le médecin légiste a aussi trouvé des preuves sur le corps de Thierry. De l'ADN qui n'aurait pas dû être là. Des traces de ces crimes qu'il croyait avoir cachés. Le monstre avait laissé des empreintes et finalement, après sa mort, ces empreintes ont été trouvées. Les abus sont prouvés, m'a dit mon avocat commis d'office, un jeune homme bien intentionné mais clairement dépassé par la situation. Le problème, c'est que ça ne justifie pas l'homicide, pas légalement. Vous n'avez pas agi en légitime défense ni en défense d'autrui au moment de l'attaque. Thierry dormait, il était sans défense. Ce que vous avez fait était bon. C'était vous faire justice, vous-même. Et qu'est-ce qu'on attendait que je fasse ? Je lui ai demandé. Que je continue à regarder cet homme détruire ma petite fille ? Que j'attende qu'il la tue ou qu'il la brise tellement à l'intérieur qu'il ne reste plus rien à sauver ? Mon avocat n'a pas eu de réponse. Personne n'en avait. Le procès a eu lieu en 2022. La salle était pleine de journalistes, de curieux, de défenseurs des droits des femmes qui m'avaient adoptée comme une sorte de symbole. Dehors, devant le tribunal, il y avait des pancartes avec mon nom. Certaines m'appelaient héroïne, d'autres m'appelaient assassine. Les deux avaient raison. Le parquet a demandé la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ont argumenté que j'avais agi avec préméditation, avec guet-apens, avec avantage. Que j'avais attendu que Thierry soit inconscient pour l'attaquer, que j'avais eu le temps de réfléchir, de reconsidérer, de chercher d'autres options. Que j'avais choisi de tuer au lieu de faire confiance aux institutions. Ma défense a argumenté l'état de trouble émotionnel violent. Ils ont argumenté que j'avais agi sous le choc de la découverte des abus, que ma capacité de raisonnement était compromise, que n'importe quelle grand-mère dans ma situation aurait fait la même chose. Ils ont argumenté la défense d'autrui, la protection d'une mineure en danger imminent. Le juge, un homme au visage de pierre et aux yeux froids, a écouté les deux arguments et quand est venu le moment de rendre son verdict, ces mots se sont gravés dans ma mémoire pour toujours. La loi ne permet pas de se faire justice soi-même. Peu importe combien atroces sont les crimes de la victime, peu importe combien l'accusé se sent justifié, peu importe combien de soutien public sa cause a. L'État a le monopole de la violence légitime, et quand un citoyen se fait justice lui-même, il doit faire face aux conséquences. On m'a déclaré coupable d'assassinat avec préméditation et acte de barbarie. La sentence, réclusion criminelle à perpétuité. Je me souviens du moment où j'ai entendu ces mots. Perpétuité, toute la vie enfermée, mourir en prison. Je n'ai pas ressenti de surprise. Je n'ai pas ressenti de peur non plus. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte d'acceptation résignée. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais payé le prix que je savais que j'allais payer. Ma seule préoccupation était Manon. Et mes pires craintes se sont réalisées. Comme j'étais la seule famille maternelle de Manon et que j'avais été condamnée pour avoir assassiné son père, la garde est passée à la famille paternelle, spécifiquement à Nathalie Renard, la sœur de Thierry, la même femme qui m'avait regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié le jour du mariage. Maintenant, je comprends ce regard. Elle savait. Elle a toujours su ce qu'était son frère. Et elle n'a rien fait. On m'a interdit tout contact avec Manon. Pas de visite, pas d'appel, pas de lettre. La raison officielle était de protéger la mineure du traumatisme de voir la personne qui a assassiné son père. L'ironie était si cruelle que ça m'a presque fait rire. Protéger la mineure. Maintenant, ça leur importait de la protéger, quand c'était déjà trop tard. On m'a transférée à Rennes 1 semaine après le procès. Le voyage dans le fourgon de prisonnière a été long, inconfortable, plein de femmes enchaînées
qui me regardaient avec curiosité. Quand on est arrivé, on m'a fiché comme toutes les autres. Photos, empreintes digitales, examen médical, attribution de cellules. On m'a donné mon uniforme beige, mon numéro de détenu, ma place dans le monde. C'était le jour où Martine Lefebvre a cessé d'exister et est devenue simplement un numéro de plus. On m'a donné la perpétuité pour avoir tué un violeur d'enfants. Et lui, s'il avait été capturé, jugé et condamné pour ses crimes, il aurait reçu peut-être 10 ans. Avec bonne conduite, il serait sorti en 7, il serait retourné dans la société, il aurait trouvé une autre victime, il aurait continué à détruire des vies innocentes. C'est ça la justice pour vous. Ça fait 4 ans que je suis arrivé à Rennes. 4 ans à me réveiller avant l'aube, à faire la queue pour le petit déjeuner, à travailler dans les ateliers de couture pour gagner quelques euros qui suffisent à peine pour acheter du savon et du papier toilette. 4 ans à partager une cellule avec des femmes qui ont vécu des histoires aussi terribles que la mienne, certaines encore pires. 4 ans à regarder le ciel à travers des barreaux, à compter les jours qui passent sans sens, à vieillir entre des murs de béton. Ma cellule est petite, mais je me la suis appropriée. J'ai une photo de Sophie collée au mur, la seule que j'ai pu sauver avant qu'on emporte mes affaires. À côté, j'ai un dessin que Manon m'a fait quand elle avait 5 ans. Une figure avec les cheveux gris et un énorme sourire avec les mots « Ma mamie » écrits en lettres tremblantes. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Ici, on m'appelle la mamie. Pas avec moquerie, mais avec respect. Quand je raconte pourquoi je suis là, personne ne me juge. Les femmes de cette prison ont trop vu, ont trop souffert pour juger quelqu'un qui a fait ce que j'ai fait. Beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles auraient fait la même chose. Certaines m'ont dit qu'elles auraient voulu avoir quelqu'un pour les protéger comme j'ai protégé Manon. Il y a une solidarité étrange ici dedans. Des femmes que la société a rejetées, des femmes que le système a fait défaut. On trouve du réconfort les unes auprès des autres. On se protège, on s'écoute, on se soutient quand le poids de nos histoires devient insupportable. Ce n'est pas de l'amitié au sens traditionnel, c'est quelque chose de plus profond. C'est la sororité des survivantes. J'écris des lettres à Manon. Chaque semaine sans faute, je m'assieds sur ma couchette avec un papier et un crayon et je lui écris. Je lui raconte ma journée, les femmes que je connais, les oiseaux que je vois dans la cour pendant la promenade. Je lui dis que je l'aime, que je pense à elle chaque seconde, qu'un jour on se reverra. Je lui demande pardon de ne pas l'avoir mieux protégée, de ne pas avoir agi plus tôt, de l'avoir laissée seule avec ce monstre pendant si longtemps. Les lettres n'arrivent jamais. Je les envoie par le système postal de la prison, mais je sais que Nathalie les intercepte et les détruit. Manon ne sait probablement même pas que je lui écris. Elle croit probablement que je l'ai abandonnée, que je l'ai oubliée, que je ne me soucie plus d'elle. Cette idée me tue un peu chaque jour. Mais je continue à écrire parce que l'alternative, abandonner, accepter que j'ai perdu ma petite fille pour toujours, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. On me demande si je regrette. Les psychologues de la prison, les journalistes qui viennent parfois m'interviewer, les autres détenus qui veulent comprendre. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? La réponse est compliquée. Est-ce que je regrette d'avoir tué Thierry Renard? Non, pas une seconde. Cet homme était un monstre qui méritait quelque chose de bien pire que ce que je lui ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais exactement la même chose, sans hésiter. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt? Chaque putain de jour. Chaque fois que je pense aux 3 ans que ma petite fille a souffert, pendant que moi je cherchais des preuves concrètes et que j'attendais que le système la protège. Chaque fois que je me souviens de ses yeux éteints, de ses dessins sombres, de son silence terrorisé. Si j'avais agi plus tôt, j'aurais peut-être pu lui éviter tant de douleur. Ce regret ne me quitte jamais. Est-ce que je regrette d'être ici? Je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est le prix juste pour avoir rendu justice. D'autres fois, je pense que c'est une injustice de plus d'un système qui protège les agresseurs et punit ceux qui les affrontent. La plupart du temps, je n'y pense simplement pas. À quoi bon? Je suis ici. Je vais mourir ici. Le reste, ce ne sont que des mots. Ce qui me tourmente le plus, c'est de ne pas savoir comment va Manon. Elle a 13 ans maintenant.
Elle n'est plus la petite fille que j'ai laissée endormie ce matin de mars. C'est une adolescente, probablement en train de faire face à des traumatismes que personne ne devrait porter, vivant avec la famille de l'homme qui lui a fait du mal. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a de l'aide? Est-ce que quelqu'un la protège? Est-ce que quelqu'un l'aime? Parfois, dans mes rêves, je la vois. Pas comme l'enfant brisée que j'ai découverte ce jour-là dans la bassine, mais comme l'enfant joyeuse qu'elle était avant que Thierry entre dans nos vies. Elle court vers moi les bras ouverts en criant « Mamie !» Et moi je la porte et je la fais tourner dans les airs pendant qu'on rit toutes les deux. Ces rêves sont ce qui se rapproche le plus du bonheur que je peux trouver ici dedans. Et ils sont aussi ce qu'il y a de plus douloureux, parce que quand je me réveille, la réalité me frappe comme un seau d'eau glacée. Il y a des nuits où je me demande si j'ai bien fait. Pas de tuer Thierry, ça je n'en doute jamais, mais de me rendre après. J'aurais pu fuir, j'aurais pu prendre Manon et disparaître. La France est grande, il y a des endroits où personne ne te trouve si tu ne veux pas être trouvé. J'aurais pu passer la frontière, recommencer quelque part dans un village perdu de Belgique ou de Suisse. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis rendu volontairement, connaissant les conséquences, croyant naïvement qu'en avouant, en montrant que j'avais agi pour protéger ma petite fille, le système comprendrait. Comme je me trompais. Le système ne comprend pas. Le système ne voit que des catégories, coupable ou innocent, victime ou bourreau. Il n'y a pas de place pour les complexités, pour les nuances de gris, pour les circonstances qui poussent les gens à faire l'impensable. Le système m'a vue comme une meurtrière, et comme meurtrière, il m'a jugée. Ce que Thierry a fait à Manon était, dans le meilleur des cas, une circonstance atténuante. Pas une justification, pas une raison, juste un petit détail qui aurait peut-être rendu ma sentence un peu moins dure. Mais même ça a échoué. Et me voilà. 4 ans après, 67 ans, avec une condamnation à perpétuité qui signifie que je vais mourir entre ces murs. Sans avoir revu ma petite fille, sans savoir si elle va bien, si elle est heureuse, si un jour elle comprendra pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je vous pose une question à vous qui êtes arrivés jusqu'ici, à vous qui avez écouté mon histoire en entier, du début à la fin. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si c'était votre fille, votre petite fille, votre sang? Si vous voyiez une enfant innocente être détruite par un monstre? Si le système vous fermait toutes les portes? Si personne ne vous croyait? Si la seule option était de rester les bras croisés ou d'agir? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande pas de me justifier. Je vous demande seulement de vous poser cette question honnêtement, dans l'obscurité de votre propre conscience, sans le luxe de la distance morale que donne le fait de ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu. Et quand vous aurez votre réponse, peut-être que vous comprendrez un peu mieux pourquoi une grand-mère de 63 ans a pris une serpe et est devenue ce que le monde appelle une meurtrière. Ceci était ma confession. Je ne vous demande pas pardon parce que je n'en ai pas besoin. J'ai fait ce que n'importe quelle grand-mère ferait pour sa petite fille. Ce que n'importe quelle mère ferait pour sa fille, ce que n'importe quel être humain avec un minimum de décence ferait pour un enfant sans défense. Si ça fait de moi un monstre aux yeux de la loi, qu'il en soit ainsi. Je préfère être un monstre qui protège les innocents qu'une citoyenne exemplaire qui regarde ailleurs. Mais si vous voulez continuer à écouter des histoires de femmes comme moi, des femmes que le monde appelle des monstres mais qui ont seulement fait ce qu'elles devaient faire, abonnez-vous à Confessions derrière les barreaux. Il y a beaucoup d'autres vérités qui méritent d'être racontées, beaucoup d'autres voix qui ont été réduites au silence par un système qui préfère le confort de l'ignorance à l'inconfort de la justice. Beaucoup d'autres histoires de douleur, de rage, d'amour désespéré qui franchit toutes les limites. Parce qu'au fond, c'est ce qu'est mon histoire. Une histoire d'amour. Un amour féroce, terrible, qui ne connaît pas de limites et ne respecte pas les lois. L'amour d'une grand-mère pour sa petite fille. L'amour qui a conduit une vieille paysanne à faire l'impensable pour protéger la dernière lumière qui lui restait dans ce monde. On dit que je suis une meurtrière. Et je le suis. Je ne le nie pas.
Je ne me cache pas derrière des excuses, ni des justifications. J'ai tué un homme de mes propres mains. Je l'ai regardé se vider de son sang. Je l'ai regardé mourir. C'est un fait pour lequel je paie avec le reste de ma vie. Mais chaque nuit, quand je ferme les yeux ici dans ma cellule, quand le silence de la prison devient absolu et que je reste seule avec mes pensées, je ne vois pas le sang de Thierry. Je n'entends pas ses cris. Je ne sens pas le poids de la serpe dans mes mains. Ce que je vois, c'est le sourire de Manon. Ce sourire qui avait disparu pendant des années, écrasé par la peur et la douleur. Le sourire qui est réapparu ce matin-là, quand elle s'est réveillée et qu'elle a su, sans que personne le lui dise, que le monstre n'allait plus revenir. La paix sur son visage pendant qu'elle dormait, pour la première fois depuis des années, sans cauchemar, sans cri, sans peur. Ce sourire vaut chaque jour que je pourris dans cette cellule. Il vaut chaque moment de solitude, chaque nuit d'insomnie, chaque année qu'on me vole. Il vaut tout le mépris du monde, toutes les condamnations, tous les jugements. Parce que moi je connais la vérité. Et la vérité, c'est que je ne suis pas un monstre. Je suis juste une grand-mère qui aimait sa petite-fille plus que sa propre vie. Et si je devais tout refaire, je le referais. Exactement pareil.